bienvenue à tous pour ces troisième rendez-vous de The Green Data. Ces rendez-vous, c'est des webinaires qu'on vous propose, qu'on essaye de vous proposer de manière un peu régulière. On essaye d'en faire un toutes les 4-6 semaines sur des thématiques autour de l'utilisation de la donnée dans le secteur agri-agro et la façon dont les données peuvent permettre de prendre de meilleures décisions et d'aider les agriculteurs à mieux prendre des décisions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hubert Dunant de Axereal, directeur des grands projets et de la performance, avec qui nous avons mené un projet qu'on va vous présenter autour de l'utilisation des données et des mathématiques pour aider les agriculteurs à optimiser leur commercialisation. Voilà, alors la session va se dérouler comme d'habitude, c'est-à-dire ça va durer à peu près 40-45 minutes. Il y aura une démo au milieu pour vous présenter un peu l'outil qu'on a co-développé ensemble. Il y aura un petit peu de mathématiques aussi, donc ça c'est un peu notre spécialité qui est de vous ennuyer avec des formules mathématiques. Voilà. Donc, ne fuyez pas, vous allez voir, les mathématiques, c'est sympa et puis surtout, c'est utile pour développer des outils d'aide à la décision. Si vous avez des questions à poser, donc il y aura une séance de questions après la présentation. Posez-les dans l'onglet qui est indiqué Q et R et pas dans le chat pour essayer de mieux organiser les questions. Donc, utilisez bien ça, Q et R. Voilà. Hop. Bon. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, pour les rares qui ne nous connaissent pas, mais ils existent encore, je vous fais juste une petite présentation de The Green Data. Donc, nous, on est une petite société, mais très motivée et très focus sur ce qu'on sait faire. Donc, depuis 2015, on développe des outils d'aide à la décision qui sont basés sur du traitement de données. Et on aide les acteurs du secteur agri-agro à développer des outils d'aide à la décision, à prendre de meilleures décisions. Nos sujets sont assez variés, couvrent tous les métiers de la chaîne de valeur agri-agro, production, commercialisation, financement, couverture des risques. Et aujourd'hui, bien entendu, les sujets qui tournent autour de la transition et de la décarbonation des chaînes alimentaires et qui nécessitent de prendre de bonnes décisions. Et nos clients sont des banques et assurances, comme les caisses régionales du Crédit Agricole, les coopératives agricoles et les entreprises de l'industrie agroalimentaire. Notre dernier webinaire était avec Danone, pour ceux qui ont pu y assister. Voilà, on est une équipe de spécialistes, on est une dizaine de profils permanents et on monte en charge quand on a besoin de gérer des projets. Voilà, on est spécialisé sur les métiers agri-agro, bien sûr, mais aussi la modélisation, la data science et l'IT. Et ce qu'on offre à nos clients, ce sont des solutions sur mesure qui sont basées autour de modèles qu'on développe ou bien des modèles dont on dispose sur notre plateforme. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à Hubert qui va se présenter et qui va présenter Axereal. Voilà. À toi, Hubert. Merci, Jérémy. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très, très honoré. Ça me fait très plaisir d'être avec vous ce matin. Moi, je suis directeur des grands projets de la performance chez Axereal, comme l'a dit Jérémy, depuis un peu plus de 3 ans au COMEX de ce groupe. Maintenant, je venais pas du tout de ce milieu, je venais de chez AXA, l'assureur, et plus particulièrement de chez Direct Assurance, où j'avais pas mal touché à l'expérience client, à la digitalisation et à la transformation. Axereal, qui est Axereal? Axereal, c'est un groupe coopératif agricole et industriel qui regroupe un peu plus de 12 000 agriculteurs et dont la raison d'être est la valorisation de la production des agriculteurs à très grosse dominante production végétale végétale et céréalière en ce qui nous concerne, particulièrement au travers de
et de plus en plus au travers de filières à valeur ajoutée et durable, ce qui est les deux sujets étant de plus en plus liés, et au travers le plus possible aussi d'outils de transformation industrielle autour de l'amont agricole d'Axéréal. Nous avons 3 métiers industriels internes, un outil de meunerie autour de notre marque nationale Axiane, un outil de nutrition animale et un outil plus international de malterie via Bourtmalt, qui est le leader mondial du malt avec 27 malteries, dont deux en France, implantées dans tous les gros bassins d'orge mondiaux. Voilà très rapidement qui est Axiréal. Et nous, comme l'ensemble des acteurs agricoles et agroalimentaires, on est évidemment dans cette transition majeure qui est pour notre groupe une transition de modèle économique et qui se traduit pour la partie agricole par une transition de métier, une transition de pratique et de savoir-faire. Alors on s'était comment on a rencontré The Green Data finalement, justement dans ce travail sur la transition, on s'est rencontré via la station F, qui nous sert, nous, comme probablement à d'autres parmi vous, hein, à effectuer cette veille de nouveaux acteurs, de nouvelles pistes, de nouvelles idées, et qu'on a essayé de bonifier avec Jérémy autour d'un axe fort pour nous qui est la relation avec l'agriculteur. Donc cette relation avec l'agriculteur, c'est d'une part notre asset, un de nos assets le plus précieux, et d'autre part quelque chose qu'on doit bonifier, renforcer, améliorer de façon je dirais, à être au rendez-vous de la performance que nous demande l'agriculteur pour valoriser au mieux ses productions végétales d'autre part, et puis s'y retrouver dans tous ces changements qui impactent de façon extrêmement matérielle, extrêmement concrète d'une part, et de façon très structurante, hein, avec des effets de bord très, très forts, c'est ces habitudes de pratiques culturales. Voilà. Et pour bonifier cette relation avec l'agriculteur, au cours de nos échanges avec The Green Data, on s'est aperçu qu'on pouvait probablement, via ce fil rouge de la relation, accompagner de façon plus efficace nos agriculteurs sur leur stratégie de commercialisation et leur acte de commercialisation des céréales. Leur donner un meilleur conseil, donc embarquer mieux les technico-commerciaux de terrain qui sont au quotidien le visage, hein, de la COP face auquel l'agriculteur se trouve et avec lequel il y a une relation de confiance très forte, et leur donner plus d'autonomie, plus de recul, et sur cet acte très, très, très important et à grosses conséquences évidemment de commercialisation des céréales. Voilà. Et sur fond de digitalisation progressive de la relation avec eux, qui va permettre de la rapidité, de la réactivité, de la factualisation, de l'historisation, de tout un tas d'éléments. Donc on a pu, après une période de travail préliminaire, on a pu, avec Jérémy et son équipe, je dirais, développer et construire un premier pilote, qui nous a permis de nous créer d'abord une première expérience commune et d'apprendre à travailler ensemble, puisque ça commence assez basiquement, ça commence aussi par là. Et ça, c'est assez apprenant. Et je dirais, ça montre aussi que dans des organisations comme les nôtres, la transition, elle est aussi dans nos habitudes, elle est aussi managériale, et ça, c'est très important. Et puis, on a construit donc ce premier pilote en capitalisant sur les données existantes de la COP,
je dirais, en envoyant à la fois les forces et puis les axes d'amélioration dans leur qualité, dans leur management, dans leur accessibilité. Et puis, ça nous a permis de travailler sur cette approche globale de cette stratégie, en apprendre beaucoup à nos technicaux. Et au bout de, Jérémy, on a mis combien 6-7 mois, 6-7 mois de Ouais, c'est ça. construction, Oui. on a pu lancer un premier pilote sur le terrain voilà, qui a été finalement qui a été cette première expérience très, très, très concrète. Si elle a pu se dérouler correctement, parce qu'aujourd'hui, c'est notre premier succès commun, ben, c'est aussi parce que les technico-commerciaux et les patrons de région, etc., ont contribué, ont été impliqués dès le début et avec la partie agro, etc., ont été impliqués avec l'équipe de Jérémy dans la co-construction de ce premier pilote, finalement vraiment innovant pour nous. Voilà pour ces éléments. Voilà. Et donc, finalement, comme l'a dit Hubert, on a collaboré pour arriver à co-construire un outil, qui est donc un outil qui est véritablement un outil d'accompagnement à la commercialisation des agriculteurs d'accéréales. Alors, ce qui est intéressant dans cet outil, c'est qu'il doit répondre en fait à la fois à renforcer l'expertise du TC, mais aussi à placer l'agriculteur dans une position de pilote. Donc, comme vous allez le voir dans la démo, c'est très orienté autour de l'agri, autour de ses résultats, de la façon dont il commercialise, de son comportement, de son profil, de la façon dont il prend en main en fait sa commercialisation. Et puis ça s'appuie sur les données d'Accéréal, donc ça permet de capitaliser sur l'ensemble des données qui sont dans les systèmes d'information pour permettre justement ce pilotage. Voilà, Hubert, je ne sais pas si tu veux rajouter un mot avant la démo. Ouais, vas-y, lance la démo, puis comme ça, on pourra prendre les réactions des uns et des autres avec plaisir. Donc, pour lancer la démo, il faut que je fasse une petite manip sur Zoom. Alors, attendez. Je peux rajouter pendant que tu fais la manip, Jérémy, il y a un aspect qui est très important dans notre relation avec l'agriculteur, c'est le management du risque. Et si on a senti aussi le besoin de renforcer cette relation avec l'agriculteur dans la période actuelle, c'est bien parce que le management du risque, alors d'une façon chronique sur le business de l'agricole, mais encore plus particulièrement sur l'acte de commercialisation des céréales, on voit bien que c'est le contexte de cet acte de commercialisation a considérablement gagné en incertitude. Donc la capacité à rationaliser cet acte de commercialisation et à le placer dans une trajectoire réfléchie permet, ou en tout cas c'est comme ça qu'on a voulu le concevoir, permet de se désensibiliser à une partie du risque par une meilleure connaissance de la réalité du marché, une meilleure connaissance de son propre comportement passé, et pour tout dire aussi de désémotionnaliser ce sujet de la commercialisation des céréales en le rationalisant. C'est vraiment très important de notre point de vue. Tout à fait. D'ailleurs, tout à l'heure, on va parler de risque et de justement de la façon dont on modélise le risque. Qu'est-ce que c'est que le risque? C'est quand même un sujet qui est assez abstrait et qui, pour l'instant, nécessite pas mal de pédagogie. Donc, vous voyez, j'espère, mon écran, si je ne me suis pas planté de manip. Oui, de mon côté, en tout cas. Donc là, je vous ai épargné le parcours d'authentification, l'accès au portefeuille d'adhérents, etc. Donc, en fait, c'est un outil qui est destiné aux TC, aux technico-commerciaux. Donc, ils ont accès à leur portefeuille d'adhérents. Ils peuvent préparer leur entretien. Ils peuvent prendre cet outil pour l'amener pendant l'entretien. Donc là, je me suis directement connecté sur un compte adhérent qui est anonymisé avec des données. Alors, regardez pas les données, c'est des données qui sont obfusquées. Donc, c'est des données qui ne sont pas les bonnes. Voilà. Mais c'est des données de test. Mais donc là, on arrive en fait directement dans le cadre de l'entretien sur
sur un bilan de commercialisation qu'on peut faire sur différentes années. Donc là, on est sur le bilan de commercialisation 2020. Donc en fait, je vais, en tant que TC, discuter avec l'adhérent, avec l'agriculteur, sur son bilan de commercialisation. C'est un bilan qui est fait en 3 blocs. Le premier bloc ici, c'est, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais c'est un bloc qui permet en fait d'évaluer la performance de l'adhérent et de le repositionner par rapport à la coopérative. Ici, vous avez un bloc sur la droite qui en fait est une synthèse de la commercialisation 2020. Donc en fait, ce que je vois là tout de suite, c'est que la commercialisation 2020, Monsieur Martin, agriculteur, a commercialisé à la COP 325 tonnes à un prix moyen de 168 €, et il l'a fait en 6 ventes, alors que le colza, il a commercialisé 52 tonnes en 2 ventes, et le maïs, il a commercialisé à peu près 100 tonnes en 4 ventes. Donc, on a une vision, en fait, synthétique des actions de commercialisation qui ont eu lieu en 2020. Et ici, sur ce graphe-là, j'ai une vision beaucoup plus approfondie de ce qui s'est vraiment passé. Voilà, donc je dirais qu'ici, c'est un graphe qui permet de refaire le match, on peut dire, c'est-à-dire de dire, voilà comment ça s'est passé en 2020, où vous avez en fait en vert la commercialisation de l'agriculteur. Donc en fait, j'ai ici, alors je le fais par culture, donc ici je regarde le blé tendre. Comment est-ce que j'ai commercialisé mon blé tendre? J'ai commercialisé mon blé tendre en 3 fois. J'ai fait une première vente où j'ai vendu à peu près 55% de ma récolte le 26 mars, et ensuite je l'ai vendu en 2 autres fois. Donc en fait, mes 6 ventes se sont réparties en 3 dates, 3 grosses ventes, que je peux comparer à 2 choses, que je peux comparer derrière ici avec le cours du blé de l'année. Donc en fait, ce que je vois, c'est qu'en fait, j'ai fait ma première vente au moment où le blé est remonté, donc pour profiter de la remontée justement. Ensuite, j'ai fait une deuxième vente pendant que les cours étaient hauts, et puis j'ai fait une troisième vente en fin d'année quand le cours a remonté. Et ensuite, je peux aussi comparer ces ventes par rapport à la COP, donc par rapport en fait à la façon dont les autres agriculteurs ont vendu leur blé. Et ça, c'est la courbe noire. Comme vous le voyez, la courbe noire me dit quoi? Elle me dit qu'au moment où j'ai vendu, en fait, les autres agriculteurs ont aussi vendu à peu près 50% de leur commercialisation, 50% de leur stock. Donc, en fait, je suis assez représentatif de mes ventes. La courbe noire, ce sont les ventes cumulées en fait des autres agriculteurs de la COP. Donc, je peux comparer mon comportement, en fait, mon tempo de commercialisation par rapport aux autres agriculteurs de la COP. Et en fait, je vois que ces 50%, enfin, en gros, les ventes sont restées à peu près à 50%, et qu'ensuite, quand le cours a remonté sur la fin, eh bien, il y a eu plus de ventes. Donc, d'une certaine façon, j'ai accompagné moi aussi l'augmentation des cours en vendant au moment où les cours ont monté, de la même façon que l'ensemble des autres agriculteurs de la COP. Bon. Donc là, ça me permet en fait de rejouer mon historique de vente par culture et on va dire dans un storytelling un peu temporel. Maintenant, si je veux voir concrètement en termes de chiffres ce que ça a donné, ici, j'ai le résumé de cette commercialisation, mais d'un point de vue quantitatif. Et donc, ce que je vois ici, c'est que mon blé tendre, en fait, donc, que j'ai vendu en 6 ventes et en 3 grandes dates pour un prix moyen de 195 € la tonne, en fait, je peux le comparer par rapport, là encore, aux écarts de performance des agriculteurs de la COP, qui me permet de me positionner et d'avoir aussi une première notion de risque. Donc, qu'est-ce que me dit ce graphe ici? Ce graphe me dit qu'en moyenne, les agriculteurs de la COP ont vendu entre 188 et 203 € la tonne. Ce qui veut dire qu'en fait, en réalité, ça fait un écart pour l'ensemble des agriculteurs qui fait à peu près 15 € la tonne. Donc, ça, c'est une information intéressante. Ça veut dire qu'en gros, tous les agriculteurs n'ont pas vendu en haut, tous les agriculteurs n'ont pas vendu en bas. Non, il y a une distribution en fait de vente entre 188 et 203 € la tonne. Donc, il y a 15 € la tonne qui est, on pourrait dire, une notion de risque, de performance, de commercialisation. Et dans ces 15 €, je me situe au milieu. Donc, en fait, je suis particulièrement représentatif de ma coopérative. Je suis même très représentatif. Je représente, moi, sur le blé tendre, cette année-là, une sorte de moyenne de commercialisation
avec des agriculteurs qui ont vendu entre 188 et 203. Voilà. Alors, ces 188 et 203 représentent les 2 tiers des agriculteurs. Hein, donc, vous avez une distribution qui est une loi normale et vous avez le dernier tiers qui se situe en dessous de 188 ou au-dessus de 203. Et ce qu'on peut estimer en termes de notion de risque de performance normale, c'est 15 € la tonne. Donc, ça permet de repositionner mon comportement face à des vrais chiffres, face à des vrais enjeux et de sortir du fantasme de j'aurais dû tout vendre en haut, etc. Voilà. Donc ça permet de faire le bilan, ça permet d'ouvrir la discussion avec le TC. Et pour aller plus loin, ce qu'on a aussi intégré, c'est un diagnostic de profil de risque qui peut se faire de 2 façons. Donc, le profil de risque, c'est quelque chose qui est assez nouveau en fait en agriculture. Qu'est-ce que ça veut dire mon profil de risque? Ça veut dire en fait mon appétence, mon aversion au risque et en même temps, c'est aussi ma capacité à gérer le marché. Et donc, une première façon de faire un profil, c'est de faire un questionnaire et de répondre à des questions qui sont est-ce que vous avez de l'autonomie dans la prise de décision? C'est quoi les offres que vous utilisez? Est-ce que vous utilisez de la délégation, etc. C'est quoi votre connaissance des marchés qui va donner en fait une notion de risque intrinsèque. On fait de la pondération sur ces questions et on trouve un profil déclaratif qu'on vient positionner sur 3 niveaux. Sérénité, équilibre, dynamique, qui correspond en fait à des niveaux de risque différents. Voilà, donc vous êtes plutôt, vous seriez plutôt orienté vers un profil sérénité, c'est-à-dire que vous n'avez pas très envie de prendre des risques. Voilà. C'est ça que dit en fait ce questionnaire. Et en fait, ce questionnaire, on peut le comparer par rapport à une analyse comportementale statistique de votre comportement depuis 3 ans. C'est-à-dire en fait qu'on regarde la façon dont vous avez commercialisé vos céréales depuis 3 ans et on va en fait faire un clustering. Donc, on va faire des groupes de profils de risque. On va définir des profils de risque qu'on va aussi positionner sur ces 3 niveaux. Donc, on voit que quand on regarde vraiment la façon dont vous commercialisez le grain, effectivement, vous ne prenez pas de risque quand vous commercialisez le blé tendre, mais par contre, pour le colza et pour le maïs, vous êtes plutôt dans des comportements qui sont équilibrés, c'est-à-dire en fait vous êtes sur un profil de risque qui est un peu intermédiaire. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de comparer la façon dont l'agriculteur se perçoit par rapport à la façon dont il se comporte. Et ici, vous avez donc la possibilité de comparer les deux entre un profil déclaratif et un profil réel. Voilà. La troisième étape qui est intéressante pour maintenant, plutôt pour parler de l'avenir, donc plutôt pour parler de la récolte 2021. Là, on a parlé du passé, hein, on a parlé on a fait un bilan 2020 et on a fait un diagnostic de profil de risque qui parle plutôt du passé. Maintenant, on va parler de l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est les assolements, enfin mes assolements aujourd'hui, ce que je vais engager auprès d'Axcéréal en termes de grains et la façon dont je vais définir pour l'avenir une stratégie de commercialisation. Donc, la façon dont je vais choisir ma stratégie de commercialisation. Donc, là, la première chose qui est intéressante de faire, c'est de définir des seuils de rentabilité par culture. Et donc, on a ici un outil qui permet de définir des seuils de rentabilité par culture. Pour faire ça, on demande dans un premier temps l'assolement de l'agriculteur qui permet en fait d'évaluer de manière assez automatique des référentiels de charges et de charges totales, de charges d'exploitation et de charges d'intrants qui sont associés à cet assolement. Donc, en fait, je rentre mon assolement ici et automatiquement, je vais pouvoir avoir ici des valeurs qui vont se mettre à jour. Je vous montre, hein, voilà, si je change, ça se met à jour. Donc, des valeurs qui vont se mettre à jour pour des valeurs de référence pour les charges d'exploitation et pour des charges d'intrants. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? En fait, on fait ça en s'appuyant sur des données qui nous ont été fournies en partenariat avec le CERF France Alliance, avec lequel on a monté un partenariat pour faire cet outil. Donc, en fait, cette estimation automatique
de référentiel personnalisé, on pourrait dire, se base sur une modélisation statistique qui est basée sur des données du CERF France Alliance, des données anonymisées, et qui nous permet en fait automatiquement d'évaluer les charges d'exploitation pour l'agriculteur. Ça permet de faire quoi? Ça permet de faire plusieurs choses. La première chose, c'est que si on n'a pas les charges et le montant total d'intrants parce que voilà, l'agriculteur ne les a pas ou que l'alias fiscal n'est pas disponible, etc., en fait, on a une estimation ici qui est tout à fait robuste sur les charges qui sont associées à cet assolement. Et ça permet aussi de comparer en fait les informations réelles, pour le coup, qui viennent des liasses fiscales avec cette estimation-là. Donc, en fait, ça permet vraiment d'ouvrir la discussion, ça permet de se comparer, à un référentiel personnalisé et en fait, voilà, de faire ici une estimation des charges et des subventions qu'il y aura pour 2021. On peut reprendre les charges 2020 ou alors on peut prendre les données qui sont données par de l'estimation statistique. Voilà, sur cette base-là, on rajoute ensuite les informations de base et les informations de prime. Donc là, on peut reprendre les informations on peut reprendre celles de l'année passée. Et ensuite, on calcule une estimation de seuil de rentabilité par culture. Donc aujourd'hui, on ne le fait que sur 3 cultures, mais demain, on pourrait le faire sur 10 cultures. Donc en fait, ce que fait le modèle statistique associé à ça, c'est qu'il attribue les charges opérationnelles, il les affecte en fait par culture de manière statistique. Ce qui permet d'avoir une notion de seuil de rentabilité par culture et ce qui permet de savoir quel doit être le cours Euronext à partir duquel je dois vendre mes cultures pour être rentable. Donc ça, c'est un outil qui est extrêmement intéressant pour le pilotage de la commercialisation, c'est d'avoir véritablement une notion de seuil de rentabilité et de cours Euronext par culture pour l'année qui vient. Voilà. Alors, direct, une fois qu'on a fait ça, il reste à définir la stratégie de commercialisation de l'agriculteur, qui est une stratégie qui se co-construit avec le TC et qui se fait culture par culture. Donc, on va rentrer la quantité totale d'engagement. Ici, je suis sur du blé tendre. On va rentrer la quantité totale d'engagement qu'on veut engager. Et ensuite, on va choisir une stratégie de commercialisation en fonction de son profil et puis en fonction de ce qu'on a, de la façon dont on a envie de commercialiser son grain cette année. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, on va avoir en retour une estimation préalable de la performance attendue et de l'aléa de performance attendue en fonction des stratégies de commercialisation. Donc, en fait, avec Axerial, on a prépackagé 3 stratégies, une stratégie sérénité, une stratégie équilibre et une stratégie dynamique qui chacune correspondent à des performances attendues et des aléas de performance attendus qui sont différentes. Donc, évidemment, plus j'attends de performance, plus je vais avoir d'aléas dans ma performance. Et globalement, je peux choisir entre une stratégie sérénité, une stratégie équilibre, une stratégie dynamique qui va panacher en fait à la fois du ferme et du délégué et à l'intérieur du ferme avoir des stratégies de commercialisation qui sont différentes. Je peux ensuite, si je veux aller encore plus loin, si je suis un agriculteur super expert, je peux ensuite aller personnaliser ma stratégie de commercialisation grâce à un simulateur de commercialisation qui s'appuie en fait sur les données des cours historiques depuis 5 ans et qui va me permettre de pouvoir avoir une estimation la plus pertinente possible de ce à quoi je peux m'attendre face à un comportement de commercialisation. Par exemple, si je dis ici que je veux ne rien commercialiser avant semis, ne rien commercialiser au moment de la moisson, mais que je veux faire 3 ventes après moisson et que je veux commercialiser 416 tonnes en ferme et 139 tonnes en délégué, j'ai un certain nombre d'options ici que je peux activer aussi. Donc, c'est vraiment expert. Hein. C'est vraiment pour les agriculteurs qui ont vraiment envie de piloter leur stratégie de commercialisation de manière un peu fine. Eh bien, en fait, je peux simuler le risque et la performance attendue de cette stratégie de commercialisation basée sur l'historique des cours depuis 5 ans. En fait, on fait un replay de cette stratégie de cette stratégie de commercialisation que je viens de vous définir sous vos yeux. Je fais un replay sur l'historique des cours sur ma culture, ce qui me donne en fait la meilleure estimation de cette notion de performance attendue et de risque. Voilà. Et je peux
voir les impacts de mes comportements sur la performance attendue. Je peux essayer de voir à quel point je peux battre le marché, sachant qu'il est quand même assez difficile de battre le marché. Bon. Voilà, donc ça me donne vraiment la possibilité de pouvoir simuler ma commercialisation future sur la base de paramètres qui sont des facteurs qui vont influencer à la fois la performance et le risque. Et une fois que j'ai choisi ma commercialisation, une fois que j'ai choisi ma stratégie, je peux la planifier. Et donc, en fait, cet outil va jusqu'à la planification, la création automatisée d'un plan. Donc, je vais, en fait, sur la base de cette stratégie, créer un plan et me mettre d'accord avec mon conseiller sur qu'est-ce que je vais te livrer quand. Voilà. Donc là, je vais m'engager à livrer une certaine quantité de blé tendre qui vont être gérés en gestion active, d'autres qui vont être gérés en délégation. Et je vais définir avec mon TC le planning de livraison. Je vais livrer 42 tonnes à la moisson, 42 tonnes après moisson, etc. Ce qui me permet en fait de me mettre d'accord, d'avoir un plan qui va me permettre de servir de référence en fait au cours de ma conduite de commercialisation et qui permet ensuite de faire un suivi. Donc, une fois qu'on a fait un plan, on le finalise. Je ne vais pas le faire là, mais je l'ai fait pour le colza, par exemple. Et là, je peux faire un suivi sur le colza en disant, ben voilà, on avait prévu de livrer 30 tonnes, on en a livré 20, il y a 9 tonnes qui sont prévues pour la moisson, etc. Donc, ça me permet en fait d'avoir de manière assez fluide, j'ai défini ma stratégie de commercialisation, j'ai planifié ma commercialisation et je peux suivre ma commercialisation. Donc, c'est un outil qui permet vraiment aussi de structurer la relation entre le TC et l'agriculteur. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais je pense que ça valait quand même le coup de passer un peu de temps sur la démo. Ce que je vous propose, c'est de repasser maintenant sur la suite de la présentation et d'ouvrir le capot pour vous montrer un peu comment ça marche en termes de data et de mathématiques. J'espère que vous voyez ma presse. Oui, on la voit. C'est bon? Bon, juste 2 mots sur la méthodologie qu'on a suivie. Hubert en a un petit peu parlé. On a une méthodologie qu'on fait en 3 étapes. Une phase 0 qu'on appelle maïeutique qui permet de voir quels sont les bons sujets. Donc, c'est pendant cette phase-là qu'on a identifié avec Hubert que c'était intéressant de démarrer par la commercialisation et de valoriser les données justement pour faire de l'aide à la commercialisation. Une phase 1 où on fait de l'ingénierie et où on fait un démonstrateur. Donc, on a fait courant de l'été 2020 les premiers démonstrateurs en fait, de segmentation de profil de risque, de simulation de stratégie de commercialisation. Et puis la phase 2 qui est le build, donc le développement d'un outil, un vrai outil informatique basé sur notre plateforme de modélisation qui s'appelle Maya et qui permet d'aller dans les user stories, de faire vraiment des outils qui sont adaptés aux utilisateurs. On a des groupes de travail avec des utilisateurs pour faire ça. On fait ensuite un pilote et on passe en phase de run. Et là, on est actuellement en phase 3. Voilà, donc c'est une méthodologie qui est assez standard, avec peut-être la particularité qu'elle est totalement intégrée. C'est-à-dire, en fait, on part d'une feuille blanche et on arrive jusqu'à un outil qui est complètement finalisé. Donc, c'est vraiment des projets qui sont des projets au long cours. On s'inscrit dans la durée avec nos clients et vraiment dans des démarches de partenariat. Voilà. Je vais vous présenter rapidement, je vais faire quelques focus sur la partie data maintenant. Donc, le premier focus que je voudrais vous faire, c'est sur l'analyse des données. Donc, l'analyse des données, c'est toujours le sujet un peu ingrat parce qu'on récupère des données qui viennent de systèmes d'information et donc il faut à la fois les comprendre, monter en expertise et puis les nettoyer, faire des pré-routines de traitement, etc. Bon, là, ce qui a été très important pour nous avec Axéréal sur la partie commercialisation, ça a été de bien comprendre la structuration en fait, des prix, c'est-à-dire en fait, entre le prix qui est payé à l'agriculteur et le cours Euronext, c'est-à-dire le cours de référence, en fait, la structuration de prix est assez riche parce qu'il y a pas mal d'effets. Il y a des effets de prix, il y a du prix de base, il y a des effets marketing, etc. Donc, en fait, il y a pas mal de modélisation de prix en fait, à faire justement pour essayer de bien comprendre
pour faire un outil qui puisse à la fois être capable de gérer la notion de prix et la notion de coût. Voilà, et de bien séparer les deux. Donc, je dirais que l'essentiel du travail d'analyse de données qu'on a fait, c'était de bien comprendre les contrats, de bien comprendre les prix, de bien comprendre la transaction, etc. Donc, d'arriver à faire véritablement une modélisation de ces données qui sont des données liées vraiment au caractère de commercialisation et de pouvoir ensuite perpétuer ça dans la durée. Voilà. Tu réagis quand tu veux, Hubert. Hein. Ouais. Je vais passer. Je te laisse finir, puis après, je parlerai de l'adoption terrain. D'accord. Le deuxième gros sujet sur lequel on a travaillé, c'est la modélisation du risque. Donc, comme l'a dit Hubert, en fait, le sujet du risque, c'était vraiment un sujet qu'on voulait travailler dans cet outil-là pour pouvoir sensibiliser les agriculteurs à la notion du risque. Bon, le problème du risque, je pense que tout le monde en est bien conscient, c'est que c'est très abstrait. Quand je vous parle de risque, quand je vous dis c'est quoi votre risque, c'est pas facile de savoir de quoi on parle. Le risque est quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qui est à la fois probabiliste. Le risque, c'est la probabilité que quelque chose arrive, mais c'est aussi la probabilité que vous ayez de l'impact à vous. Est-ce que ça va vous toucher? Voilà. Il y a la probabilité qu'il pleuve, mais il y a aussi la probabilité que cette pluie provoque un impact sur votre exploitation et donc que ça fasse courir des risques importants, etc. Donc, en fait, dans la notion de risque, il y a beaucoup de choses qui se mélangent et il y a aussi la notion de risque perçu. Il y a aussi la notion de profil de risque. Est-ce que j'aime le risque? Est-ce que je suis un joueur? Est-ce que j'aime prendre des risques? Voilà, il y a des gens qui aiment prendre des risques, pourquoi pas, Et puis, il y a des gens qui n'ont pas très envie de prendre des risques et tout. Voilà. Moi, j'ai une femme, des enfants, j'aime pas trop de prendre des risques et tout. Donc, la notion de risque, elle est vraiment assez diffuse. Et ce qui est compliqué, c'est d'arriver à trouver des bons indicateurs pour arriver à sensibiliser les agriculteurs et même, je dirais, l'ensemble de la profession à cette notion de risque agricole. Bon. Alors, on a travaillé sur 3 axes pour travailler la notion de risque. Le premier, c'est d'arriver à modéliser ce que c'est qu'un profil de risque de commercialisation. Vous vous comportez d'une certaine façon depuis plusieurs années, vous vendez d'une certaine façon votre grain depuis plusieurs années, vous avez un profil de risque. Vous avez un comportement particulier, un comportement à risque ou un comportement qui n'est pas à risque. Voilà. Et donc, pour faire ça, on a fait de la segmentation basée sur des facteurs de risque. Donc, c'est le petit dessin que vous voyez là, l'arbre qui s'appelle hierarchical clustering. C'est en gros des algorithmes mathématiques qui vous permettent de créer automatiquement des groupes basés sur des variables que vous choisissez. Vous dites, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de la segmentation en prenant comme variable des facteurs de risque. Les facteurs de risque, c'est quoi dans votre commercialisation? C'est combien de fois vous commercialisez, quel est le délai entre chaque commercialisation, est-ce que vous commercialisez beaucoup à chaque fois, pas beaucoup à chaque fois, etc. Donc, vous avez un certain nombre de facteurs de… Est-ce que vous faites beaucoup de délégations, est-ce que vous ne faites pas beaucoup de délégations? Comment vous vous comportez en termes de commercialisation? Basé sur ces variables-là, on a défini des groupes, on en a défini 7. Ce n'est pas nous qui les avons définis, c'est la machine. Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est qu'en fait, vous avez des algorithmes qui vous permettent de clusteriser automatiquement et ensuite, vous regardez quelle est l'homogénéité des groupes de risque. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on se retrouve avec des groupes de risque qui sont finalement assez homogènes en termes de comportement et qu'on est capable d'arriver à isoler vraiment des comportements à risque, pas à risque et de pouvoir remonter cette notion de profil de risque auprès des agriculteurs, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Le deuxième sujet, c'est comment on représente le risque. Bon, alors là, ce n'est pas facile. Donc, nous, on a choisi cette représentation que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est en fait une représentation où il y a pas mal d'informations en même temps sur une même représentation. Vous avez à la fois 2 barres verticales qui vous donnent en fait la notion de risque. C'est ça qui représente la notion de risque, puisqu'en fait, c'est là où se situent les 2/3 de la population de ce que vous regardez. Donc, voilà, le risque, il est entre 182 € et 187 €. Vous estimez que vous avez un risque de 5 €. On peut raisonnablement parler comme ça. Voilà. Et ensuite, on vous positionne dans cette
dans cet aléa, dans cet écart, pour vous montrer en fait votre notion de performance, où est-ce que vous vous situez dans cet écart-là. Donc, vous voyez à la fois le risque que vous prenez et vous voyez à la fois où est-ce que vous vous situez. Et vous voyez aussi à la fois les extrémités. Et donc, les extrémités vous donnent les notions d'extrémité. Donc, les notions d'extrémité, ce n'est pas vraiment des notions de risque, c'est des notions qu'on appelle outliers en statistique, c'est-à-dire il y a toujours des gens qui se crachent, quoi. Il y a toujours des gens qui vont très, très loin. Donc là, vous avez aussi une information sur, en fait, en dessous des 182, il y a des agriculteurs qui descendent très bas et il y a aussi des agriculteurs qui descendent très bas. Donc, vous avez toutes ces informations-là dans cette représentation. Les premiers retours terrain qu'on a, c'est que ça se comprend assez bien. Il n'y a pas trop d'infos dans cette représentation graphique. Bon, ce qui est une bonne nouvelle. Maintenant, ça reste de la représentation. Il faudra améliorer cette représentation. Il faut aller chercher justement comment on peut faire passer le mieux possible cette notion de risque. Et puis, le troisième axe qu'on a travaillé en termes de notion de risque, c'est ce que je vous ai montré dans le simulateur, c'est le risque associé à une stratégie. Donc, je vais définir une stratégie, je vais définir un comportement, et puis je vais estimer le risque associé à ce comportement. Et donc, pour faire ça, en fait, on est obligé de rejouer un comportement sur un historique de cours et de regarder en fait la distribution de performance, ce qu'on associe à une notion de risque. Voilà, donc je vais définir une stratégie de commercialisation, je vais faire du replay et puis je vais en déduire le risque associé à cette stratégie. Donc vous voyez, il y a des notions de risque assez variées qu'on essaye de représenter de manière unifiée et qui nous permettent en fait d'avoir un discours de risque un peu cohérent auprès des agriculteurs pour les sensibiliser au risque. La notion de profil, qui est finalement le fait générateur de toute la démarche qu'a expliqué Jérémy, elle est vraiment fondamentale parce que on s'aperçoit sur le terrain qu'il y a parfois un écart entre ce que, et c'est vrai pour chacun d'entre nous d'ailleurs, ce que l'agriculteur croit être et ce que son comportement montre en termes d'appétit au risque. Et du coup, la factualisation sur l'historisation de vente et l'historisation comportementale sur plusieurs années de ce qui s'est réellement passé, je dirais, met fin à pas mal de débats, préliminaires d'habitude à la relation sur ce sujet. Donc, ça factualise, ça fige ce qu'a été un profil d'agriculteur et finalement tout en lui laissant, sans l'enfermer dedans, c'est-à-dire tout en lui laissant la possibilité d'évoluer dans son profil, soit parce que son appétence au risque augmente, soit parce que ses conditions de température et de pression sur l'exploitation ont changé. On peut facilement comprendre qu'un agriculteur qui vient d'acquérir 350 hectares supplémentaires, pendant 2-3 ans, il n'a pas le même profil, il ne souhaite plus avoir le même profil de risque qu'avant. Donc, ça permet aussi de manager ça factuellement. Alors, il nous reste un petit quart d'heure, je vais essayer d'aller vite. Un autre sujet qu'on a travaillé, c'est ce que je vous ai montré, c'est la notion de seuil de rentabilité par culture. Ce que je voudrais, dire sur ce point-là, c'est que, outre le modèle statistique qu'on a développé sur la base des données qui nous ont été fournies par Allianz, à ma connaissance, c'est la première fois que dans un outil de coopérative à destination des agriculteurs, on croise des données avec des données qui proviennent des données anonymisées qui proviennent du CERF France dans le cadre d'un partenariat. Donc, en fait, dans le cadre de cet outil, on a monté un partenariat avec le CERF France Alliance qui nous a fourni des données anonymisées, donc sur la base de plus d'1 millier d'agriculteurs et qui nous ont permis, en fait, sur la base de ces données anonymisées, de créer ce simulateur de seuil de rentabilité statistique qui permet d'apporter du service aux agriculteurs et qui permet automatiquement en fait, d'affecter des charges opérationnelles culture par culture, ce qui est assez puissant et vraiment intéressant parce que en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on fait la modélisation statistique sur la base des données du centre de gestion, on a des résultats qui sont très probants et qui ont une marge d'erreur qui sont assez faibles.
Et donc, moi, je suis assez fier d'avoir été tiers de confiance dans cette relation entre Axérial et Alliance. Je pense que c'est un partenariat qui peut vraiment donner beaucoup de choses. Et puis là, on a prouvé, je dirais, de manière très concrète la façon dont on pouvait utiliser, au bénéfice de l'agriculteur, le croisement de données. Le croisement de données entre des données qui sont des données purement comptables et des données qui sont des données de commercialisation. L'avantage de ces croisements de données de deux sphères apparemment différentes, mais qui finalement convergent vers la raison d'être du métier de l'agriculteur, c'est bien aussi après de défocuser du simple acte de vente ou du simple acte en culture, de la pratique en culture qui a un coût, des charges, une rentabilité souhaitée, une rentabilité réelle, etc. Mais pour remettre l'agriculteur à un niveau plus élevé, de pilotage global de son exploitation et du coup de redonner toute la densité entrepreneuriale de son action via cet outil. C'est vraiment la force du croisement des données agri et des données FI. Tout à fait. Ça donne vraiment une dimension économique. Ça permet vraiment de croiser les aspects techniques, vente et économique. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Parce que l'outil qu'on vous a montré, c'est un outil qui est en évolution. Donc, il y aura des évolutions, etc. Mais déjà, ce premier résultat sur les croisements de données, à titre personnel, je trouve ça vraiment très prometteur. Je vais passer vite sur la fin. Donc, une fois qu'on a fait ces modélisations-là, on les a, comme vous avez vu, intégrées. On a intégré toute cette technologie dans un outil de planification et de suivi qui permet de faire de la simulation de stratégie et de le faire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est intégré en temps réel au système d'info. Donc, ça permet vraiment de faire du suivi temps réel et de pouvoir, vraiment structurer la relation entre le TC et l'agriculteur dans la durée. Et puis, dernière étape, le pilote. Donc, le test qu'on a effectué, on l'a fait auprès de 20 ATC de 50 agriculteurs. J'ai eu la chance de pouvoir participer à pas mal d'entretiens ainsi que Simon de chez nous. Ça a duré à peu près 3 mois. On s'est rendu compte de l'importance de la formation et en particulier de faire de la formation experte auprès des TC parce que c'est quand même des sujets qui restent… il faut quand même faire de l'accompagnement au changement pour quand même bien prendre en compte toutes ces nouvelles notions. On a mis en place des comités de succès qui en fait permettent de consolider les retours, de pouvoir vraiment accompagner, avoir des retours terrain de manière très concrète et qui nous permettent de préparer la V2. Voilà, donc j'ai mis un petit verbatim que j'aime bien, qui est un verbatim de TC qui nous dit l'outil nous donne vraiment une posture d'expert face à l'agriculteur. Oui, tu as raison, parce que ce pilote, et l'élargissement du pilote, puisqu'en fait, la saison 2, ça passe aussi par la mise à l'échelle chez nous. L'adoption par les technicaux et évidemment et donc par les agriculteurs est évidemment super clé. On n'arrête pas de dire que tout change pour l'agriculteur et on a raison, mais par conséquence, tout change aussi pour le TC dans son conseil et dans la robustesse du conseil qu'il doit délivrer à l'agriculteur. Et exactement pour les mêmes raisons. Les aléas climatiques font que tous les repères saisonniers, temporels, sur lesquels s'appuie le conseil du TC sont challengés. Le conseil technique, du coup, mécaniquement, l'est aussi. Les repères de marché sont très erratiques. Les repères de concurrence aussi, qu'elles soient internes ou françaises ou internationales, s'érodent aussi. Donc, au milieu de ce contexte où il n'y a pas que l'agriculteur qui est un peu paumé, parfois le TC peut l'être aussi, plus tous les cahiers des charges de durabilité qui sont complexes, techniques, parfois difficiles à comprendre et donc à expliquer. Dans ce contexte, tout ce qui rationalise, factualise un certain nombre de données, facilite finalement le conseil du TC auprès de l'agriculteur. Et donc, le bénéfice de ça pour le technico-commercial, il est très rapide et ça le remet en position d'expert à valeur parce qu'il apporte à l'agriculteur quelque chose que l'agriculteur n'a pas sans lui. Donc, ça et de façon assez pédagogique pour les deux. Et donc, au bout du bout,
la valeur est au rendez-vous, puisque c'est ça le juge de paix, et c'est ça que l'agriculteur exige de nous. Donc finalement, sur ce pilote, on n'est pas tombé dans le projet farfelu des têtes d'ampoule du siège qui parachute un truc hors sol sur le terrain. Là, on a vraiment, parce qu'ils étaient là dès la construction, on a vraiment fait un truc taillé pour eux et qui les renforce. Donc finalement, l'appropriation par le terrain, elle est fluide et j'allais dire, ils en redemandent. On aimerait presque que ce soit comme ça pour tous les projets, mais celui-là, ils en redemandent. Voilà, et ils attendent la saison 2. Donc c'est vraiment super clé. Alors, excellente transition. Pardon. Ouais, je t'en prie. Hein. Ben, je dis excellente transition avec la dernière slide qui parle des prochaines étapes. Ouais. Voilà. Alors, les prochaines étapes, donc, pour nous, c'est bon, assez basiquement, c'est d'abord une mise à l'échelle. Donc, maintenant qu'on a un pilote éprouvé, confirmé, on va essayer, comme l'essentiel des projets successful, on va essayer de l'élargir d'une part. Donc, il y a une dimension, volume. Voilà. Et puis, voir si ça va nous permettre aussi de rendre plus robustes les familles de profils d'agriculteurs, voir s'il faut rendre ces familles plus granulaires ou s'il faut encore re-rentrer dedans. Et puis, ça nous permet aussi on a des enjeux de formation interne. Je parlais tout à l'heure des cahiers des charges de durabilité, etc. Ça nous permet ce genre d'outils nous permet aussi de gagner du temps dans la capacité des TC à délivrer sur le terrain justement ce conseil sur des cahiers des charges et leur commercialisation. Quand on va vers des agriculteurs pour leur vendre, les embarquer dans des projets de colza à gaz à effet de serre comme Axéréal le fait là, pour 100 000 tonnes cette année, gaz à effet de serre, HVE3, etc. Bah, c'est difficile de parler de ça sans parler du maillon final de la commercialisation, c'est-à-dire de la valeur. Donc ça nous permet, si vous voulez, d'avoir de fermer le cycle de la relation, de fermer le cycle coût-gain, conseil et valeur aval pour avoir une relation dans toute sa complétude. Et dans ce challenge de la performance qui nous attend au milieu de cette transition, c'est bien ça qu'on cherche. Et c'est ça que nous demande le terrain, qui lui aussi a besoin de repères, autant que l'agriculteur. Merci beaucoup, Hubert. On va maintenant répondre à vos questions. Il y en a pas mal. Alors, je vais essayer de traiter les plus faciles au début. Alors, Rémi me dit que j'ai fait une erreur en parlant du CERF France Alliance, puisque c'est le CERF France Alliance Centre qui est le CERF France sur le territoire commun avec Axéréal. Donc, je suis désolé de cette imprécision. Voilà, je m'en excuse. Donc, c'est bien, le partenariat a été fait avec le CERF France Alliance Centre. Voilà. Et dont Rémi est administrateur, je crois. Bonjour Rémi. Bonjour Rémi. Alors, une question qui a été posée plusieurs fois, c'est est-ce que cet outil sera disponible pour l'agriculteur? Aujourd'hui, c'est un outil qui est TC. Voilà. Et donc, est-ce qu'il est prévu ou à court ou moyen terme de le mettre à disposition des agriculteurs en direct? Ça, c'est quelque chose. Pour l'instant, on était à la phase du pilote, de l'appropriation et du fine-tuning. Donc, ça, c'est une bonne question. Mais je dirais, on va co-construire ça avec d'abord les agriculteurs qui ont fait partie du pilote. Et puis, la façon dont ils voient le développement de cet outil dans les mois à venir. Mais c'est une question qui peut se poser, mais qui se trouve dont la réponse est forcément co-construite. Voilà.
et pour des raisons d'entretien, de support, de modèle économique, de tout un tas de choses et de bénéfices final. Je pense que ça, c'est une réponse à deux qu'on construit là-dessus. Alors, une question de Jean-Baptiste Roger. Est-ce qu'il est prévu d'y intégrer d'autres productions agricoles qui ne s'indexent pas ou mal sur un marché standardisé? De plus en plus de filières tendent à aller vers des démarches spécifiques de moins en moins standardisées. Alors, moi, j'ai une partie de réponse. Enfin, en tout cas, il est prévu d'intégrer d'autres cultures dans l'outil. Oui, il est prévu d'intégrer d'autres cultures dans l'outil. Après, est-ce que c'est spécifiquement d'autres productions qui sont non standards? Je ne pense pas. Enfin, en gros, on va intégrer les cultures. Voilà. Un des retours, un des feedbacks qu'on a eu des TC, c'est qu'il fallait élargir à beaucoup plus de cultures. On avait démarré par blé, on a démarré par blé, maïs, mais effectivement, on va élargir à d'autres cultures. Hubert, si tu veux. Oui, non, moi, c'est ça. On va déjà se rendre robuste sur ça. Et puis, on verra le champ des possibles. On verra le champ des possibles ensuite, je dirais. Alors, une question de Philippe Lerman. Comment y intégrer la prime qualité ou discount? Donc, alors, effectivement, donc la prime qualité, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est la logique de structuration de prix. En fait, le lien qu'on fait entre le cours Euronext et le prix payé intègre plein d'éléments hein, dans la structuration du prix, dont celui de la prime qualité qu'on demande en fait à l'agriculteur, enfin au OTC d'ailleurs, d'estimer comme ça à l'avance, mais effectivement, on peut aussi se baser sur la prime qualité de l'année passée. En fait, hein, c'est quand on calcule le seuil de rentabilité qu'on prend en compte cette notion de prime qualité. Voilà, donc il n'y a pas de modèle prédictif de la prime qualité, si c'était ça la question. Voilà. Alors, une autre question de Philippe, qui a posé beaucoup de questions. Philippe a posé énormément de questions. Merci Philippe. Y a-t-il aussi un outil de positionnement de la grille individuellement par rapport à la dispersion des coûts moyennés issus de CRC Alliance? Donc, en gros, est-ce qu'on benchmark la performance économique de l'agriculteur par rapport aux informations de CRC Alliance Centre? Aujourd'hui, non, mais on pourrait. Donc, ce n'est pas c'est pas une fonctionnalité qui est disponible aujourd'hui. Je pense que si on le faisait, on le ferait en partenariat avec CRC Alliance France pour bien se mettre d'accord sur qui fait quoi et comment on le fait. Mais disons que techniquement, c'est possible. Voilà. Techniquement, effectivement, il y aurait probablement un intérêt à positionner la performance économique de la grille. Ensuite, l'analyse sur le comportement passé n'est fiable que si l'agriculteur a commercialisé plus de 80% de sa collecte avec céréales. S'il a vendu ailleurs, ça ne rentre pas en compte. Ça, c'est une bonne remarque. L'assiette de comparaison est forcément importante. Alors, l'assiette de comparaison est forcément importante. Pour l'instant, effectivement, on n'intègre pas dans l'outil la notion de commercialisation à d'autres, mais ça pourrait faire partie d'une évolution de l'outil. Effectivement, aujourd'hui, on se base essentiellement sur les données des systèmes d'info avec céréales, donc ça marche d'autant mieux qu'il a commercialisé sa collecte avec céréales. Après, ça peut être aussi un outil pour l'agriculteur de se positionner sur l'ensemble du pilotage de son exploitation vis-à-vis d'une coopérative ou vis-à-vis de personnes d'ailleurs, puisque après, on peut se dire aussi que si on ne regarde que l'acte de commercialisation final, sans regarder la rentabilité globale de tout le conseil qui lui a été ou pas, je dirais, dispensé pour les mises en culture, etc. Ça peut aussi donner, on pourra aussi, d'une certaine façon, comparer les conseils. Et nous, pour être tout à fait honnête,
on souhaite vraiment aller vers ça parce qu'on on est sûr, on est sûr de nos technico-commerciaux, on est sûr de notre conseil et on pense que le plus possible, on pourra comparer l'ensemble du service qu'on délivre à l'agriculteur. Le plus favorable, ça nous sera. Une question d'Aristide Olou. Quel enseignement faut-il tirer d'une éventuelle différence entre le profil déclaratif et le profil de risque? Comment est-ce que ça impacte les simulations de l'utilisateur? Alors, l'enseignement différence entre le profil déclaratif et le profil de risque, c'est que parfois, la perception qu'on a de son propre risque n'est pas celle de son comportement. Donc, c'est intéressant de comparer deux façons d'évaluer un risque, la façon dont on se perçoit et la façon dont on se comporte. Voilà. L'intérêt aussi de l'analyse automatique, c'est qu'elle permet de le faire par culture. Donc, elle permet de voir en fait les différences de comportement culture par culture, alors que sur le questionnaire du risque, on a une approche qui est un peu globale. Mais je dirais que l'enseignement, c'est essentiellement d'ouvrir la discussion, hein. C'est-à-dire en fait de poser la question du risque et de dire voilà, monsieur l'agriculteur, voilà comment vous vous percevez et voilà comment vous vous comportez, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc, c'est plutôt ça, c'est plutôt de sensibiliser, de sensibiliser plutôt que d'avoir une réponse standardisée toute crue, quoi. Ça c'est super important hein, parce que le but, ce n'est pas de faire converger l'ensemble des comportements vers un profil qu'on jugerait type ou vertueux ou idéal. Hein. Pas du tout. Hein. C'est vraiment de répondre de la façon la plus personnalisée à une réalité comportementale historique qui est ce qu'elle est et de mettre dans les mains de l'agriculteur qui est seul maître à bord de son exploitation l'ensemble des outils, l'ensemble des éléments de décision qui font qu'il continuera, il ne continuera pas, il ajustera sa stratégie de façon à ce qu'il soit, qu'il soit en responsabilité et en conscience le plus efficace possible sur son exploitation. Une autre question, toujours de Aristide. Quelle place pour le risque climatique dans l'outil présenté? Impact sur la production en quantité et qualité? Alors, c'est une bonne question. Donc, c'est ce que je vous disais sur le risque tout à l'heure. Le risque, c'est multiple. Donc, cet outil ne traite pas le risque de production. Cet outil traite le risque de commercialisation. Alors, on pourra peut-être le faire évoluer en V2, ou on verra dans la roadmap avec Axéréal en intégrant du risque de production, mais aujourd'hui, c'est vraiment du pur risque de commercialisation. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de notion de risque climatique, de couverture sur les rendements, etc. Voilà. Il y a plein d'endroits, il y a plein de maillons dans la chaîne de valeur de l'agriculteur où il y a une prise de risque spécifique et où il est en prise de décision sur un acte à faire, à ne pas faire, à vendre, à pas vendre, à acheter, pas acheter, à appliquer tel, à pulvériser, pas pulvériser. Et cette question, elle est bonne, mais elle montre bien que là, il y a un maillon de la chaîne aval qui a été qui est adressé et que l'idéal, c'est d'arriver à une globalité de l'appréhension de ça. C'est bien sûr. Une question de Christophe Ramon. Quel rôle technique joue la plateforme Maya dans le développement et l'exploitation d'un tel outil? Excellente question, merci Christophe. Donc, la plateforme Maya, c'est notre plateforme sur laquelle on héberge nos modèles et sur laquelle on développe des API applicatives. Donc, en fait, l'architecture qu'on propose à nos clients, Axéréal et d'autres d'ailleurs, c'est en fait, sur notre plateforme d'intégrer les modèles, les data, tout le traitement de données, etc., et de mettre à disposition, dans le cadre d'une API applicative, et de séparer en fait le front du back. Pour faire ça. Voilà. Alors, il se trouve que là, dans l'outil Axéréal, on a fait les deux, c'est-à-dire on a développé l'application, enfin, on a développé en fait globalement tout le système, c'est-à-dire à la fois l'application TC est basé sur la plateforme Maya, mais par exemple, s'il y a besoin d'avoir accès à des résultats de simulation, à des moteurs ou d'intégrer ça dans l'intranet ou dans une plateforme de service, etc., il y a la possibilité d'accéder au modèle de la plateforme Maya via une API. Voilà. Donc, je dirais qu'en termes d'architecture, pour nous, c'est très important de séparer la partie, on dirait, back-end de front-end, voilà, et d'avoir une plateforme qui permet de maintenir tout le sujet de la modélisation.
Les évolutions de coûts de production intra-campagne sont-elles intégrées? Azote, par exemple. Non. Voilà. Non. Non, Il faut mais avoir une image globale, de rentabilité globale de l'ensemble des actes de l'agriculteur pour ça, je pense. ouais, enfin, on n'est pas descendu à intégrer des fluctuations de prix d'intrants aujourd'hui. Peut-être que ça pourrait le faire demain. Comment est gérée la confidentialité et la propriété des datas de l'agri, contrat d'utilisation ou autre? On- selon la loi. Voilà. Selon la loi et la règle du consentement. Ce qui est intéressant dans les, Ouais, dans les démarches vu de la COP, déjà midi 8, c'est que ouais. nous, coopératives, on est aussi tirés par certains agriculteurs, et j'y pense parce que Rémi en fait partie, certains agriculteurs qui sont d'abord particulièrement fins sur leurs besoins, leur expression de besoins et donc de progrès dans le pilotage de leur exploitation et, dans ce qui, et sur ce qu'ils exigent du partenaire qui les accompagne là-dessus, et sur ce qu'on peut attendre, ce qu'on peut exploiter dans la digitalisation des outils, dans la réactivité, l'exactitude et la fiabilité des données. Et ces agriculteurs qui sont, je dirais, qui font un petit peu la course en tête, en fait, ils nous tirent là-dessus, et en augmentant le niveau d'exigence qu'on a à leur fournir, qu'on leur doit. Et ça, c'est un moteur puissant. Et c'est aussi ça qui nous a amené à travailler avec The Green Data. Alors, une question de François Tirard. Quelle est la source des données utilisées et comment les agrégez-vous? Donc, il y a la source des données, il y a différentes sources. Donc, il y a des données qui viennent du système d'information d'Axerial, typiquement les données transactionnelles de contrats, etc., etc. Il y a des données externes qu'on source nous et qu'on paye, typiquement les données de cours par céréales. Voilà, donc on prend en charge en fait le sourcing et on clear les droits sur ces données-là. Et puis, il y a des données de tiers externes, comme vous l'avez vu, il y a des données du CIR France Alliance Centre, pour le coup, qu'on récupère et qu'on va chercher chez eux et qu'on sécurise de manière étanche. Justement, une de nos un des avantages en fait, de ce projet aussi, c'est qu'on joue le rôle de tiers de confiance entre les parties. Donc, en fait, on sécurise ces données et on les utilise uniquement pour l'usage pour lequel on a contractualisé. Je pense que c'est tout en termes de données. Il y a des données externes, des données internes et des données de tiers partenaires. Et des données qui sont collectées par la grille, probablement. Oui, et des données qui sont collectées par l'outil. Donc, en fait, une base de données qui est dans le back-end, qui est directement associée à ça. Par exemple, les données du plan, les données de simulation, les données, etc. Donc, ça, c'est des données qui sont collectées par l'outil et qui font l'objet d'un traitement spécifique. Voilà. Est-il possible de directement optimiser les commercialisations fermes selon l'historique? Question de Romain Meunier. Je ne comprends pas bien la question. Est-il possible d'optimiser directement les commercialisations fermes selon l'historique? Je ne sais pas. J'ai besoin de plus de précision aussi. Ouais, je ne comprends pas la question. Quelle stat fait la COP sur la masse des données collectées? Y a-t-il une intégration de la vente agri dans les stats de vente de métiers du grain vers l'extérieur? Alors pour l'instant, je ne sais pas ce qu'on fera quand on aura plus de volume, mais il est évident qu'à partir du moment où on met à l'échelle on mettrait à l'échelle cet outil, on va avoir forcément accès à une nature différente de data qui peut nous permettre exactement de faire ce genre de choses et de voir. Nous, après, on a des
des enjeux de flux, des enjeux de performance avec l'agriculteur, de réactivité vis-à-vis de ses demandes qui peuvent être directement tirés de ça. Alors, une question de Marc Bonnet. Est-ce que vous appliquez votre modèle pour analyser les marges et pas seulement les prix de vente? Alors, je trouve que c'est une bonne question parce qu'on n'est pas très loin de pouvoir analyser les marges, en fait, puisqu'on a d'un côté les seuils de rentabilité, les coûts de production estimés, et de l'autre côté, les prix. On pourrait tout à fait analyser les marges. C'est pas... On ne l'a pas fait pour l'instant, mais on ne serait pas très loin. On peut presque penser que ce sont les étapes c'est les étapes qui amènent à ce vrai sujet de la marge. En fait. Oui. Alors, par marge, on entend bien la marge sur coût d'intrant, hein, donc c'est la marge par hectare, qui est d'ailleurs Du coup, c'est la marge de l'agriculteur à l'hectare, hein, puisque c'est ça le juge de paix. Quoi. Voilà, la marge de l'agriculteur à l'hectare, donc la marge pas opérationnelle, et non pas la marge globale de l'entreprise, incluant les coûts de structure, les amortissements, des trucs comme ça. Donc, effectivement, cette marge par hectare, on pourrait tout à fait la calculer demain sans trop de problème, je pense. Le pourcentage en commercialisation déléguée a-t-il une incidence sur le profil de risque sur la partie ferme? Oui, absolument. Le pourcentage en commercialisation déléguée fait partie des facteurs avec lesquels on crée les groupes de risque. Une question pénible de François Thierard. Comment l'outil se compare-t-il avec les outils de commercialisation comme comparateur agricole ou autre? La concurrence. Je pense qu'il est juste 100 fois mieux. Voilà. Ça, c'est une réponse. Très sincèrement, je sais pas, enfin, je connais pas très bien les outils concurrents. Nous, on est très orienté TC. J'ai l'impression que comparateur agricole, c'est plutôt des outils qui permettent de faire du pilotage opérationnel plutôt côté agri. Donc, je ne suis pas sûr qu'on soit exactement dans les mêmes usages. On est très orienté de traitement de données avec capacité de fournir du conseil, de l'analyse, etc. Bon. Voilà, Philippe me dit que la concurrence et le benchmark seraient plutôt piloter sa ferme. Bon, écoutez, s'il y a de la concurrence, ça prouve qu'il y a un marché, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, donc alors ensuite, qu'est-ce qui reste comme question? Comment se comporte le modèle cette année dans un contexte d'évolution de prix très différent de la moyenne sur 5 ans? C'est une bonne question auquel je n'ai pas la réponse d'ailleurs. Oui, on va prendre un peu de recul, mais effectivement, je pense que dans une année comme celle-ci, on va en voir toute la valeur en termes d'enseignement, précisément, parce qu'une année comme celle-ci est un peu, je dirais, est un peu folle sous bien des aspects. Et elle est folle sur le plan de la commercialisation, elle est folle sur le plan de l'amont et de la récolte, hein, d'ailleurs, hein, et pour des raisons qui sont évidemment liées. C'est un peu tôt pour le dire, mais c'est un enseignement qu'on attend aussi. Ouais. C'est un peu tôt pour le dire. Voilà, et dernière question de Philippe. Pourquoi prendre le prix Euronext, qui a un prix, entre guillemets, Ouren, et ne pas faire un départ ferme pour les seuils de rentabilité? La marge ferme Rouen est-elle calculée individuellement? Je pense… Alors ça, c'est assez technique. Mais… Bon, Philippe, je te propose qu'on te fasse une réponse en direct sur cette question ultra technique. Je sais que tu es un expert de ces sujets, donc je ne vais pas m'engager à répondre. Mais par contre, écoute, on s'appelle et puis on te fait une réponse. On te fait une réponse en direct sur pourquoi est-ce qu'on a pris le prix Euronext et non pas un départ ferme. Voilà. Il y a probablement une raison assez rationnelle à ça. Voilà, écoutez, on est arrivé au bout des questions. On s'appelle. Voilà. On est arrivé au bout des questions. Merci à tous pour votre participation. Beaucoup de questions, beaucoup d'interactions. Merci Hubert pour… Merci, avec grand plaisir. Merci pour ta participation. Et on se retrouve prochainement pour un prochain rendez-vous The Green Data. À très bientôt à tous. Au revoir à tous. Au revoir à tous.